Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 307 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler un peu de valeurs sportives, notamment une manière de concevoir et de modéliser la valeur sportive en NBA. Petite avant-bouche pour lancer le top 100, un classement qui va arriver dès demain. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, ou plutôt d'ailleurs, pour les anciens qui aimaient bien ce tic de langage, et donc, et donc, talent versus impact, si on peut un peu le formuler comme ça. Bon, aujourd'hui, je vais faire un truc que j'aime pas trop faire, vous le savez, c'est un peu un épisode de théorie théoricienne, justement, c'est un truc que j'aime pas trop, vous le savez d'ailleurs, c'était un peu tout le but de faire un top 100 des années 2010 à l'époque. Il y a plus de 2 ans maintenant, été 2022, on avait fait ça, et j'avais un peu expliqué que voilà, c'est pour moi un peu c'est le meilleur format pour parler théorie, c'est avec des cas concrets, parce que de faire vraiment de dire non, on va parler que de la théorie théoricienne, l'absolu, etc. C'est peut-être le meilleur moyen pour faire le plus de raccourcis possible, ne pas considérer dans leur unicité certains cas, faire des non-sens, etc., etc. Et bon bref, c'est peut-être pas le meilleur moyen de faire, mais bon, aujourd'hui je voulais un peu le faire, mais de manière très sporadique, surtout que ça va nous permettre un peu de lancer notre top 100. Voilà, le top 100 arrive normalement demain, donc aujourd'hui, mini-épisode avant ça, j'espère qu'il sera mini, mais voilà, c'est vrai que ces fameux top 100, c'est toujours un peu, ou ces classements, c'est un peu toujours un moyen de discuter un peu de valeur sportive, c'est tout le but, hein, c'est que justement, il n'y a pas de réponse exacte, mais on va y arriver, mais c'est toujours un peu un moyen de disserter, d'avoir les avis de chacun, comment est-ce qu'on pondère ceci par rapport à ceci, etc., etc., mais c'est vrai que parfois on peut m'en reprocher de c'est bien de disserter, c'est bien d'argumenter, mais ça vaudrait le coup de rajouter 2-3 bases avant la discussion pour savoir de quoi on parle justement, ou pour savoir un peu quels sont les raisonnements derrière, etc., etc. Et donc, comme je sais que le sujet va revenir sur la table longuement durant ce top 100, je me suis dit parlons un peu de ça, et en fait c'est pas tant développer longuement la théorie aujourd'hui. Là encore, moi passer 1 heure à faire ça, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, c'est vrai que je voulais au moins essayer de proposer une manière de voir, une manière de modéliser le problème un peu nouvelle, ou plutôt essayer de reformuler comment est-ce qu'on peut modéliser la valeur sportive et notamment la valeur défensive. C'est un peu de ça dont je veux parler aujourd'hui parce que, en fait, c'est vrai que on a un peu ce truc, je trouve, où la défense est largement sous-estimée par le grand public et même par la majorité des consultants ou des créateurs de contenu, etc., etc. Finalement, c'est largement sous-estimé par rapport à ce que je pense être sa vraie valeur, d'un point de vue en tout cas du prisme individuel. Évidemment, on parle du prisme individuel. C'est pour ça que je parlais de ça de ça avant le top 100, ou qu'on va en parler pendant le top 100 et qu'on en parle à chaque fois qu'on fait des classements, voilà, chaque fois on en parle. C'est le Basket Lab, c'est un peu ça, c'est parler de valeurs sportives à travers des cas concrets, hein, et des exemples. Mais c'est vrai que c'est un peu le paradoxe, c'est que pour le coup, à une échelle plutôt collective, je pense même que c'est, je dirais pas surestimé, mais en tout cas, c'est largement considéré et bien considéré à sa juste valeur, justement, par le grand public et par les analystes et par les créateurs de contenu et un peu tout le monde, en fait. Par tout le monde. On peut le résumer comme ça. Je trouve que, d'un point de vue collectif, c'est quelque chose qui est même assez ancré au point que, je pense que vous l'avez entendu comme moi déjà des millions de fois et peut-être même que vous êtes d'accord avec ça, la défense fait gagner des titres. Voilà, le fameux adage, l'attaque c'est bien sympa, mais c'est la défense qui fait gagner des titres. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas ? Bon, moi, j'ai déjà expliqué, mais en fait, il y a pas de secret, hein, faut juste être bon. En fait, il vaut mieux être bonne défense que bonne attaque. En fait, le truc, c'est qu'il faut être élite dans les deux. Donc après, il peut y avoir un peu des petites variations, par-ci, par-là, mais en fait, il n'y a pas de la défense ou l'attaque est plus importante l'une que l'autre, il faut être élite dans les deux pour être un vrai candidat au titre et gagner le titre. Mais à la limite, passons sur ça. Au-delà de la véracité ou non de cette assertion, au moins, avec cette conjecture un peu générale et dans le consensus collectif, on voit que la défense, à une échelle collective, n'est pas du tout sous-estimée. On voit que, on loue à chaque fois les très bonnes défenses parce que c'est ça qui permet d'aller loin en playoffs, c'est ça qui permet de gagner le titre. Le fameux exemple de Détroit 2004 qu'on brandit à chaque fois, notamment, hein, mais voilà, je pense que tout le monde a un peu conscience de ça. Tout le monde a un peu conscience que la défense, c'est hyper important, au point même donc de dire que c'est ce qui fait gagner les titres. Et pourtant, donc, on a ce truc un peu bizarre que ça se transpose pas totalement sur, non pas le prisme collectif, mais cette fois individuel.
Et en effet, on va le développer, en effet, on n'est pas sur des superstars offensives et défensives, on n'est pas sur du 1 pour 1. Je vais pas jusqu'à aller... Non, je pense pas qu'on soit sur du 1 pour 1 en termes de valeur. C'est pas exactement pareil. C'est pas Rudy Gobert et l'égal de Nikola Jokic. Non, je pense que tout de même, il y a des nuances. On va y arriver. Donc, en effet, on n'est pas sur du 1 pour 1. On n'est pas la défense dans le prisme individuel et a autant de valeur ou peut apporter autant de valeur que l'attaque. OK. Mais c'est vrai que elle est globalement un peu sous-estimée, je trouve. Donc, c'est pas pour dire la défense est aussi importante que l'attaque, mais tout de même pour dire que, aujourd'hui, c'est un peu ma thèse, moi je trouve que la défense est largement sous-estimée par rapport à ce qu'elle apporte vraiment. Et en fait, le truc, à mon sens, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce genre de conclusion, c'est que quand on parle, non pas par le prisme collectif, mais individuel, donc l'évaluation de talent, l'évaluation de joueur, la valeur d'un joueur, en fait, on tombe un peu dans, justement, ce que je peux appeler le piège du talent, peut-être. C'est-à-dire une évaluation de l'individu qui passe et qui commence par on parle de l'individu et donc on dit forcément qu'est-ce qu'il fait de bien, de pas bien, ses forces, faiblesses, nuances du profil, etc., etc. Voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a un peu ce truc-là de peut-être le piège du talent et de quand on va commencer à parler d'un joueur, on parle justement de ce joueur. Mais et si on faisait l'inverse? Et si, même plus que ça, et s'il fallait faire l'inverse? C'est-à-dire non pas partir et démarrer la conversation ou la réflexion à partir de qu'est-ce que le joueur fait, mais si on faisait exactement l'inverse. Et en réalité, pour ceci, je vous propose de remonter à la base. Voilà, on va démarrer de tout en haut et puis ensuite on va faire découler le raisonnement, vous allez voir. Mais quel est le but du basket? La base, c'est, je parle même en termes d'équipe, si vous voulez, mais le but du basket, c'est d'avoir plus de points que l'adversaire. Bon, jusque-là, je pense que vous me suivez. Donc, concrètement, comment ça se matérialise? On va parler d'un différentiel attaque-défense. Voilà, très, très simplement, différentiel attaque-défense. Et évidemment, ce différentiel doit être positif pour avoir plus de points que l'adversaire. Donc voilà, ok. Mais le point central dans tout ça, le point fondamental, et ce que vous m'entendez sans doute répéter dans plein de podcasts un peu aux accents légèrement théoriques, le point central, c'est que, précisément, un point est un point. En basket, un point est un point. Et je veux dire par là, un point gagné en attaque vaut exactement la même chose qu'un point gagné en défense. Puisque le but, c'est pas de marquer plus dans le sens avoir plein de points, le but, c'est pas d'empêcher l'autre de marquer, le but, c'est d'avoir un différentiel attaque-défense. Donc le but, c'est juste cet écart, de créer ce différentiel. Mais donc, dans cette logique-là, très simplement, très mécaniquement, et même par définition, un point est un point. Que le point soit gagné en attaque ou en défense, ça vaut exactement la même chose. Donc, prenons un exemple très rapide, plutôt que continuer à divaguer dans l'absolu. Exemple rapide, prenons le champion en titre, si vous voulez. Boston 2024. Donc, quand on parle de marquer plus de points que l'adversaire, on a dit différentiel attaque-défense, on a des stats qui, justement, essayent un peu de mesurer ça, même très concrètement, qui mesurent ceci. Ça s'appelle le net rating. Voilà, en anglais, le net rating, donc le différentiel entre l'offensive rating, les points par 100 possessions, plutôt que brut par match, mais par 100 possessions. Bref, donc, le différentiel entre l'offensive rating et le defensive rating. C'est le net rating. Et donc, nos amis des Boston Celtics avaient un différentiel en 2024 de plus 11,6. Donc, ça veut dire que en moyenne, sur l'ensemble de leurs matchs, ils gagnaient leur match avec un écart de 11,6 points de moyenne, de différence avec leurs adversaires. Par 100 possessions, encore une fois. Bon, ça c'est très simple, le différentiel. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que ce différentiel est créé. Et donc, très concrètement, Boston avait non pas un offensive rating, parce que le chiffre brut, on s'en fiche, mais par rapport à la moyenne. Donc, un relatif offensive rating, avec l'accent anglais, un offensive rating relatif, une attaque relative à la moyenne qui était de quasiment plus 8 points par 100 possessions, d'un côté, et de l'autre, la défense était quasiment à moins 4 points par 100 possessions. En défense, être à moins, c'est bien, évidemment. Mais donc bref, en gros, comment est-ce que ce score était réalisé? Nous avions un différentiel total attaque-défense de plus 11, qui était fait par
un +8 en attaque et un +4 en défense, quasiment. Alors, 3,7 si vous voulez. Et l'autre, c'était pas 8, 7,9, ce qui donne ce total de 11,6. Voilà comment est-ce qu'on peut décomposer. Et en effet, vous voyez que, là j'ai pris l'exemple de Boston, mais les exemples peuvent un peu varier. On peut avoir une équipe qui va plutôt créer son différentiel de par beaucoup de différences créées en défense relatif à la moyenne. D'autres, c'est plutôt l'attaque, comme un peu Boston. Bref, ça c'est un peu exemple typique. Et ça c'est facile. C'est la base de tout, c'est finalement le résultat final. Et c'est aussi un point central d'aujourd'hui, c'est que, oui, la valeur, c'est finalement ce résultat final et cet impact. Avec le chiffre, et pas que le chiffre pour le chiffre, mais vous voyez ce que je veux dire un peu. Il y a cet aspect où il y a une notion finalement assez définitive, assez implacable de ceci. Exactement, d'ailleurs, comme on pourrait prendre le nombre de victoires-défaites. Je pense que si vous dites Boston, ils ont tel nombre de victoires, personne va vous dire non, moi je pense quand même que Orlando est quand même une meilleure équipe, même s'ils ont moins de victoires. Non, il y a quand même un aspect assez définitif et assez factuel, assez implacable avec ça, quoi. Avec quel est le but final? C'est d'avoir des victoires. Quel est le but final? C'est d'avoir un fond de jeu très fort. Donc soit victoire-défaite, soit net rating, différentiel attaque-défense. Donc il y a cet aspect en fait très froid et très basique de la valeur, c'est l'impact final, c'est le chiffre final. Et donc je pense pas que des gens puissent argumenter que dans l'absolu, Orlando était par exemple une meilleure équipe que Boston, qui était à je sais plus combien, 60 victoires ou pas loin. Et de la même manière, je pense pas que des gens vont vous dire, par exemple, les Rockets qui étaient que à +2 de différentiel par 100 possessions, ouais, je pense quand même que c'était une meilleure équipe que Boston qui était à +11. Je pense pas. Après, si on dézoome un peu, on s'éloigne un peu des chiffres, mais faut pas les prendre au premier degré, les chiffres, évidemment. Je pense qu'on peut avoir des équipes avec, on peut avoir des variations, et là, je parle vraiment de grands écarts. On va pas dire Houston était meilleur que Boston. Non, l'écart est trop grand. Après, oui, il peut y avoir des petites nuances. On peut dire on pourrait argumenter que, oui, pourquoi pas OKC qui était à +8, +9 par rapport à Boston, ça, c'est similaire. On parle pas de ça, on parle pas de comparer des équipes de zone équivalente, évidemment. Mais globalement, on va dire, en termes de niveau, il y a ce truc assez froid de quel est ton résultat final. Et pareil, on parle dans l'absolu un peu là. On parle pas sur une série de playoffs, ça dépend du fit, ça dépend du match-up, ça dépend de l'aléatoire. Il y a plein d'éléments qui entrent en compte et qui font qu'une équipe qui, entre guillemets, a des chiffres moins bons, peut battre une équipe qui est meilleure, ça vous le savez. Mais voilà, il y a un peu ce truc global de quel est le but du basket? De créer un différentiel. Donc plus il va être grand, plus t'es une bonne équipe aussi. Encore une fois, je le redis, mais à pas prendre au premier degré, à la virgule près, évidemment. Mais voilà, c'est un peu... Ça, c'est le truc le plus facile. C'est très facile, c'est le but du basket, c'est de créer ce différentiel. On a plus ou moins des chiffres qui nous permettent d'englober ça, d'arriver à le modéliser plus ou moins. Donc ça, c'est facile. Par contre, c'est vrai que la vraie difficulté du basket, ensuite, c'est maintenant. C'est de passer du prisme collectif à individuel. Et finalement, qui est responsable de quoi? C'est ça la difficulté. Évidemment. Et c'est le secret du basket, en fait. C'est pas le secret du basket, coucou Bill Simmons, c'est pas du tout l'alchimie, c'est pas du tout l'entente, c'est pas du tout... Non. Le secret du basket, on n'a pas de réponse, en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer qui est responsable de quoi? Et si on avait la réponse, il n'y aurait pas de basket lab, il n'y aurait pas de rien d'ailleurs, ce serait facile. Ce serait une matrice, on regarde le chiffre, tiens, c'est facile, tiens, ça vaut ça, ça vaut ça. Non, c'est aussi toute la beauté et tout le secret de la valeur en basket, c'est qu'on peut pas vraiment le savoir exactement. D'ailleurs, ça pourrait être un des problèmes du millénaire, au même titre que la conjecture de Poincaré, ou ce genre de problème mathématique qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent si vous arrivez à le résoudre. Mais évidemment, c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à passer d'un truc finalement assez simple de tiens, on a une équipe qui est élite à alors maintenant attention, qui est responsable de quoi et à quel point? Quand je dis quoi, c'est ça, c'est quel pourcentage on peut attribuer à lui. Et évidemment, le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on a ce truc insolvable et qu'on n'arrive pas, on peut pas le mesurer de manière exacte, et j'insiste sur le mot exact, qui est le mot le plus important, et qui fait qu'on n'est pas du tout en mathématiques. On est sur une vraie science pour le coup, on essaie d'étudier et de modéliser ce que fait la nature. On n'est pas dans un univers parallèle où tout est exact, comme les maths, mais bref. Non, mais la difficulté, c'est qu'en fait, tout est lié. Parce qu'on parle avec le basket d'un jeu d'interaction. C'est un vrai jeu d'interaction, le basket, c'est pas que d'un contre un. C'est des interactions en attaque, interactions en défense. C'est des dominos qui, quand on fait tomber celui-là, ça fait tomber celui-là, etc., etc. Donc, c'est aussi toute la beauté
en un sens de ce jeu, c'est que c'est un jeu d'interaction, mais c'est aussi toute la difficulté, c'est que comment est-ce qu'on arrive à retirer avec exactitude la valeur dans un truc où il y a tellement de paramètres? La réponse c'est qu'on peut pas. On peut pas avec exactitude. Et en fait, parce qu'on peut le dire assez simplement, mais la valeur sportive n'est finalement pas scindable aussi facilement que ça. On peut pas prendre le score global différentiel attaque-défense et le scinder, le compartimentaliser et dire, voilà, si Boston est à plus 11, Tatum ça vaut 2,8 précisément, voilà, voici la preuve. Jaylen Brown c'est 2,6, etc., etc. Non, en fait, c'est aussi la beauté du truc, c'est que la valeur n'est pas scindable. Donc on ne peut pas extraire la valeur avec exactitude. C'est un peu comme si, je sais pas si vous connaissez d'ailleurs le fameux paradoxe de Zénon. Peut-être certains connaissent. Donc Zénon, philosophe grec à l'époque d'Aristote, etc. Et le fameux paradoxe de Zénon, c'est pareil, c'est pour expliquer comment est-ce qu'on ne peut pas scinder le temps cette fois-ci. Non pas la valeur sportive, mais le temps. Et notamment, c'est la fameuse course. Alors c'est pas le lièvre à la tortue, lui c'est Achille et la tortue, avec la tortue qui barre avec un temps d'avance. Et l'idée, c'est de dire que, en fait, si on peut décomposer le temps, et si on peut scinder le temps en espèces de petits segments, ça veut dire que la tortue a de l'avance, le temps que Achille, ou le lièvre si vous voulez, Achille arrive à la même position de la tortue, dans ce temps-là, même si elle va moins vite, la tortue elle a avancé. Donc Achille ne l'a pas rattrapé. Donc de nouveau, Achille, faisons-le avancer jusqu'à la position numéro 2 de la tortue, il la rattrape, mais dans ce temps-là, qui n'est pas un temps nul, elle va moins vite, mais elle a quand même eu le temps d'avancer, la tortue. Donc elle est de nouveau en avance. Etc., etc. Vous voyez bien dans ce raisonnement que si on le pousse à l'infini et à l'absurde, alors on va aller dans de l'infiniment petit, évidemment, mais vous voyez qu'il y a un peu ce paradoxe de, non, en fait, Achille ne rattrapera jamais la tortue. Alors que, concrètement, dans la vraie vie, vous faites une tortue, même si elle a 15 mètres d'avance sur 20, Achille, ou le lièvre, comme vous voulez, le lièvre du lièvre à la tortue, Achille, il court et puis il dépasse. Voilà, ça c'est le paradoxe de Zénon, petite parenthèse scientifique si ça vous intéresse d'aller vous renseigner là-dessus, mais on ne peut pas scinder le temps, et pourquoi je dis ça, c'est que on ne peut pas scinder non plus la valeur basket, parce que c'est un jeu d'interaction, et donc notamment, pourquoi est-ce que je voulais un peu développer ça, c'est que certes il y a un joueur qui a une valeur dans un collectif ou dans une configuration sur le terrain, et il a sans doute une valeur même si nous on n'arrive pas à l'extraire et à savoir quelle est-elle, mais en fait, si on le retire de la configuration où il était, ça va avoir des conséquences. Par exemple, je vais simplifier, imaginons qu'il y a une équipe qui a un 10 de net rating, 10 de différentiel attaque-défense par 100 possession, pile 10. Pile plus 10, on peut pas dire, lui, il vaut précisément 3. Donc, quand on l'enlève, l'équipe performe avec un rythme de plus 7. On passe de plus 10 à plus 7 parce qu'on a retiré un mec qui, entre guillemets, valait plus 3 par 100 possession. Voilà, ça c'est pas possible. C'est aussi un des problèmes, c'est qu'on ne peut pas scinder la valeur parce que déjà on n'arrive pas à savoir concrètement. Et puis en plus, donc on a ce truc de même si on y arrivait, ça ne dit pas tout parce que même si on enlève un élément, l'équipe peut aussi jouer de manière différente, remplacée par un autre, etc., etc. Donc même une équipe, même si on arrivait à déterminer qu'un tel vaut plus 3 dans une équipe qui est à plus 10, même si on enlève ce plus 3, ça ne veut pas dire nécessairement que l'équipe va performer à plus 7. Voilà. Donc il y a un peu cette notion qui est évidente que on ne peut pas atteindre l'exactitude de la valeur sportive. Parce que c'est tellement complexe, etc., etc. Mais, tout de même, c'est impossible d'être exact, mais on peut arriver tout de même à dégager des tendances. Voilà, et notamment sur des énormes volumes, ou alors sur des joueurs avec des rôles majeurs, on peut arriver plus ou moins à dégager des tendances générales qui ne sont pas à prendre au premier degré, qui ne sont pas à prendre à la virgule près, évidemment, mais on peut arriver à dégager des espèces de valeurs générales. Ça, on est relativement à l'aise pour le faire, grosso modo, même si atteindre l'exactitude mathématique d'un calcul, c'est impossible. Mais bon, ça, vous le savez. Donc c'est vrai qu'en termes d'outils, on a par exemple tout ce qui est on-off, donc le avec et sans toi, le on-off, différentiel on ou off, le on-court aussi, qui est pareil, qui n'est pas un on-off, qui n'est pas un différentiel, mais comment est-ce que l'équipe performe quand tu es sur le terrain. On a des stats un peu en all-in-one qui vont s'intéresser aussi un peu à ça, etc., etc. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ceci, ce genre de chiffres, c'est intéressant parce que on peut le prendre sur des joueurs où la corrélation entre la présence sur le terrain et le niveau de performance de l'équipe, elle est assez grande. Donc, je le répète assez souvent, mais notamment tout ce qui est ces chiffres-là de net rating, on-off, all-in-one, etc. En général, il faut un peu le mettre à la poubelle pour tous les joueurs, sauf
Sauf pour, en attaque, les superstars, ou les mecs qui sont un peu au centre de l'attaque, parce que, bah oui, il y a quand même une corrélation assez grande entre comment performe l'équipe et le joueur, puisque tout passe par ce joueur en général. Donc, la corrélation est assez grande pour que on puisse se dire, bon, le chiffre vaut quelque chose. Et puis en défense, c'est autour des pivots. Parce que c'est le rôle le plus important, c'est le rôle qui va être amené à affecter le plus de possessions défensives, donc en positif ou en négatif d'ailleurs. Donc voilà, les on-off, le net rating, etc. On met tout à la poubelle. N'utilisez jamais ça sur des 3&D, n'utilisez jamais ça sur des role-players. Bon, je sais que parfois j'ai des invités qui le font, et je vais pas leur dire, ben non, tu racontes n'importe quoi, mais voilà, moi c'est pas trop mon truc, parce que la corrélation n'est clairement pas assez forte, et que ça dépend trop du contexte et de qui y a autour, etc., etc. Mais voilà, pour certains cas, on peut arriver à le faire, et même, je vais vous le dire, même sans parler de ces chiffres concrètement, je pense que délaissons un peu tous ces modèles, toutes ces stats, etc. Même on peut juste parler de manière un peu conceptuelle. À quel point est-ce qu'un joueur est fort, à quel point est-ce qu'un joueur pèse sur la performance d'une équipe sans se référer à aucun chiffre. Voilà, on peut aussi réfléchir comme ça, sans forcément s'en référer à des chiffres. Mais c'est vrai que c'est un peu le raisonnement, au final. Dans ce prisme-là finalement, la valeur sportive, c'est aussi à quel point tu arrives à impacter et à faire grandir ce différentiel attaque-défense, le but du basket. Imaginons, prenons un exemple très, très caricatural, pour le coup, et on n'est pas exact, pas du tout exact, mais juste pour modéliser, juste pour illustrer. Imaginons le cas de Trae Young ou de Luka Doncic. Ok. La présence de Trae Young ou Luka Doncic fait que l'attaque passe, sans eux, de plus 110 par exemple, de 110 à 115. Donc, eux apportent à l'équipe, leur présence apporte un truc comme 5 points par 100 possessions. Voilà, par exemple. Et imaginons que leur équipe, finalement, leur équipe en termes de net rating plus global, ils sont à plus 6, avec plus 5 qui est créé en attaque, notamment grâce à eux, et seulement plus 1 en défense. Voilà, imaginons. C'est un peu le modèle où, globalement, ils sont à plus 6, seulement plus 1 en défense, et plus 5 en attaque, grâce notamment donc à cet apport et cette valeur offensive de un Trae Young ou un Luka Doncic, qui est le système, grosso modo. Bon, dans ce modèle-là, on est quand même un peu d'accord pour dire que Luka Doncic ou Trae Young, ça vaut plus 5. Plus 5 points par 100 possessions. Mais pourquoi serait-ce différent pour la défense? Alors que, en réalité, un point est un point. Un point gagné pour ce différentiel, il peut être gagné en marquant plus ou en laissant l'adversaire scorer moins. Imaginons Rudy Gobert. Gobert qui fait passer sa défense de, quand il n'est pas là, ça encaisse 115 points par 100 possessions. Quand il est là, on est à 110. Voilà, imaginons. Et imaginons que son équipe, donc, ce soit plutôt une équipe typée défensive, qui a un différentiel, là encore, de plus 6. Prenons une équipe équivalente, plus 6 comme tout à l'heure, avec finalement une attaque banale qui seulement est à plus 1 relatif à la moyenne, ok, et en défense, plus 5. Bon, on est d'accord là encore pour dire que Gobert est un peu responsable de ça, de cette performance défensive, et donc il serait responsable lui aussi au global, de 5 points de différentiel attaque-défense par 100 possessions. Il serait lui aussi responsable de plus 5 en termes de valeur, mais donc, vous voyez bien où je veux en venir, puisque un point est un point. Finalement, dans ce modèle-là, la valeur de Luka Doncic ou Trae Young est exactement la même que Rudy Gobert. C'est littéralement la même chose. C'est concrètement le même impact. Il y en a un qui le fait de par l'attaque, et sa valeur, grosso modo, elle passe par l'attaque, et donc au global, elle se voit en termes de différentiel. Lui, il apporte plus 5, mais par l'attaque, et l'autre, il apporte plus 5, mais par la défense. Mais au final, est-ce que ça doit avoir une importance, le domaine du jeu où ça se passe? Quand on est très froid, très calculateur et très factuel, matter of fact, les Anglais disent, pardon, j'ai pas le mot, mais finalement non. Le but, c'est pas d'avoir le plus de skills. Le but, c'est que ton équipe ait plus de points à la fin. Donc le but, c'est de créer un différentiel. Mais un point qui va être gagné en attaque vaut la même chose, c'est un point, qu'un point qui est gagné en défense. Donc, c'est là-dessus où, au final, je pense que c'est aussi une bonne manière de modéliser ceci, en fait. C'est via l'impact, et en partant du collectif, non pas des skills et du prisme individuel par la description de l'individu, etc. Mais dans ce prisme-là, dans cette modélisation-là,
un mec qui permet à son attaque d'être meilleur à hauteur de 5 points par 100 possessions par rapport à la moyenne NBA, bah c'est pareil qu'un mec qui le fait en défense. Et donc, techniquement, théoriquement, mais dans ce modèle-là où on aurait ces chiffres-là, on les a pas, mais comprenez un peu l'idée, bah dans ce modèle-là, Rudy Gobert est un joueur tout aussi impactant, également avec la même valeur que un Luka Doncic. Bon, évidemment, vous aurez compris, c'est une modélisation et une formulation de problématique qui est un peu grossière. J'exagère un peu, je simplifie un peu sur les bords, mais c'est vraiment surtout, non pas pour l'exactitude de ce modèle, mais juste pour vous faire passer l'idée, en fait. Pour moi, c'est l'idée qui est la plus importante ici. C'est qu'au final, qu'importe un peu le moyen, le but, c'est simplement le résultat. Et quel est l'impact final? Et on a un peu tout ce truc de, ben non, mais l'attaque, par le prisme individuel, c'est plus important que la défense. Mais en fait, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aurait forcément ça? Je pense que si on a ça en tête, c'est qu'on part d'un raisonnement que le raisonnement un peu skills, un peu palette technique, etc. Mais au final, vous voyez bien que dans la théorie, c'est pas ces chiffres-là réellement, en vérité, mais en fait, au final, si on part du principe que le but du basket, c'est de créer ce différentiel, et qu'un attaquant va être responsable de l'attaque, et donc va peser pour X points par 100 possessions de différence, et qu'un défenseur, notamment un pivot surtout, va être responsable, là encore en grande partie, de la défense, et donc va être responsable de ce différentiel relatif à la moyenne qu'il est capable de créer, vu qu'un point ça vaut un point, c'est exactement pareil. Et même plus, on peut imaginer donc, imaginons un porteur de balle, je sais pas moi, un Donovan Mitchell, ou des mecs comme ça, si lui, dans son système, il vaut que plus 4, et que Gobert, lui, il fait quand même monter sa défense à hauteur de plus 5, plus 6 points par 100 possessions, au final, c'est Rudy Gobert qui a plus de valeur. Ou Anthony Davis, ou Bam Adebayo, ou Draymond Green, ou ce genre de joueur. Pour moi, c'est un peu là-dessus où on se trompe souvent, c'est que l'important, c'est surtout d'évaluer le résultat. Premièrement, et puis deuxièmement, de voir que ce résultat, finalement, le résultat défensif ne vaut pas moins que le résultat offensif, vu qu'on part du même point, et que les deux participent à la même chose, créer une différence attaque-défense. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on en a totalement conscience à l'échelle collective, comme dit, on imagine très bien dire ça c'est une grosse défense qui peut aller loin en playoff, c'est important. Et on n'arrive pas à faire la transition, à le transposer à l'échelle individuelle. Alors qu'au final, quand on le présente comme ça de manière aussi froide, c'est quand même assez clair, quoi. Aider son équipe à monter relatif à la moyenne de 5 points par 100 possessions, 5 points, c'est 5 points. Et puis, pareil, s'il y en a un qui juste aide son équipe à grimper de 3 par 100 possessions et l'autre de 8, si celui qui a 8 c'est un défenseur, c'est pas grave, en fait, il a quand même plus de 2 fois plus d'impact que le mec qui est seulement à plus 3, quoi. Finalement, c'est très factuel. Et surtout, avez-vous remarqué, on a parlé ici à aucun moment du joueur. On n'a parlé que du résultat. À aucun moment, dans cette évaluation de l'impact individuel, on a évoqué le skill set, la palette technique, ce que fait le joueur de bien, de pas bien, lui individuellement, je veux dire. Ça, on n'en a pas parlé. Ici, on a évoqué que le résultat, mais parce que je pense que c'est vraiment ça le problème, c'est que souvent, on évalue plutôt, j'exagère un peu, mais on évalue surtout plutôt les outils et pas le résultat. C'est un peu un problème, un biais qu'on a tous, c'est que dans ce cadre de évaluer un individu, on a ce truc on a plutôt tendance à évaluer les outils, les skills, la palette, plus que, ok, t'es sympa, mais quel est le résultat? Comment est-ce que tu t'en sers de tes outils, de tes atouts, et qu'est-ce que ça donne réellement quand tu t'en sers, en fait? Et c'est pour ça, sans doute, que parfois on a beaucoup de divergences en termes d'évaluation de joueurs, et que, on va pas se cacher, il n'y a pas beaucoup de monde non plus dans les médias, dans les podcasts, sur ESPN, dans les vidéos, qui vont dire un peu comme nous on le fait sur le Basket Lab, Gobert, il peut avoir dans son prime, c'est peut-être un top 15 joueur de NBA, ou Draymond Green, plutôt Draymond Green aussi, pareil. Bam Adebayo, peut-être aussi que c'est un mec qui est top 10, top 15 NBA, voilà, etc., quoi. Juste sur la défense, en fait.
Oui, je sais que c'est un avis qui est très, très atypique et très particulier, mais à mon sens, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. À mon sens, ce qui est important, c'est pas tant qui tu es, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement. Et quel poids ce que tu fais, ça a. Plutôt que simplement dénombrer et faire le listing de tes qualités ou de ton niveau skills, etc., etc. Alors que, à l'inverse, on a souvent ce truc de, pour évaluer un joueur, on va partir de l'individu. On va partir de ce qu'il fait, plutôt de quel est son impact final. Et donc, on part de ton talent, on part de qu'est-ce que tu es capable de faire à balle en main, etc., etc., plutôt que simplement, en fait, essayer de mesurer et d'évaluer cette espèce de résultat final, non pas ton skill set, mais à quoi il correspond et à quoi il aboutit, ce skill set in fine. Et même quand on le fait, finalement, même quand on essaie juste de prendre le résultat final, c'est vrai aussi qu'on a cet autre défaut de regarder souvent plus, ou même parfois qu'un seul côté du terrain. C'est-à-dire que même quand on s'intéresse à tout ce qui est l'impact sur l'équipe, j'entends souvent ça pour l'attaque, mais finalement, pourquoi est-ce que les points gagnés en défense seraient moins forts ? Il n'y a aucune raison, comme on l'a déjà expliqué, pardon si je me répète, mais pourtant on le fait. J'entends extrêmement peu, au final, de gens ou de médias dire bon, voilà, Minnesota, ils ont un net rating qui est à +8, Gobert est un peu responsable à lui tout seul de +5, parce que la défense, elle a ce point élite, et donc, voilà, +5, c'est un score qui est comparable à Luka Doncic ou à Devin Booker ou des mecs comme ça, quoi. Ça, on l'entend assez peu, alors que voilà, pourquoi est-ce que ce serait différent ? Et si vous avez à en dire, oui, parce que Booker fait plus de choses. Oui, mais là, c'est dans le prisme c'est pas tant une évaluation de quel est le résultat final de ces actions, en fait. Ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder des cas très atypiques et très polarisés. Par exemple, si on prend des Draymond Green ou des Gobert, qui sont pas non plus des négatifs en attaque, évidemment pas, mais qui sont quand même très très axés apport défensif, un peu pareil, des Bayo, Jaren Jackson ou des mecs comme ça. Si ces mecs-là, ils rapportent +5 points ou +6 points, +8 points par 100 possessions, certes, ils le font en défense, mais c'est quand même 5, 6, 7, 8 points qui ont la même valeur dans le résultat final qu'une star offensive ou un attaquant qui te rapporterait 5, 6, 7 points de différentiel attaque-défense de par l'attaque. C'est exactement pareil. Et oui, évidemment que Draymond Green sait faire moins de choses qu'un Jamal Murray, par exemple. Oui, ça paraît évident. Il sait faire moins de choses, il est moins fort en attaque, il sait moins se créer son tir, mais qui a dit que ça devait être ça, le critère ? Alors ça peut être un critère, mais c'est pas ça le critère de la valeur, en fait. Moi, je pense pas. Pourquoi est-ce qu'on associe immédiatement ce genre de critère à la valeur, c'est ça ? Bon, bref, voilà, c'est un peu juste une manière de présenter, de reformuler un peu cette problématique de la valeur qui me tenait un peu à cœur. Je veux pas faire trop long non plus, mais vous voyez que quand on le pose comme ça, le problème, quand on démarre depuis la valeur globale collective et qu'on descend de ça, donc le résultat final, puisque c'est quand même ça le but, c'est d'avoir un impact concrètement sur le terrain. Quand on part de ça, on aboutit peut-être à une échelle de valeur et à des pondérations peut-être un peu différentes que si on part non pas du résultat final, non pas de cette valeur collective, mais du simple prisme individuel et qu'on commence à dire alors lui il sait faire ça, alors que lui il sait pas faire ça, etc. etc. Un peu ce piège du talent pur, on peut dire. Dans cet exercice d'évaluer la valeur sportive d'un individu, on peut partir de deux endroits différents et je trouve que souvent on part un peu trop du prisme et de l'aspect le talent, qu'est-ce qu'il sait faire, plutôt que concrètement à quel point il aide l'équipe. Quel est le résultat final concret et à quel point est-ce qu'il y contribue. Parce que quand on fait ça, on se rend compte que non, attaque-défense, c'est un peu pareil, un point, et que on peut avoir des mesures totalement similaires, quel que soit le côté où tu brilles. Et en plus, souvent dans ce piège du talent, si on peut dire, il y a parfois un peu, on le retrouve en scouting d'ailleurs, ce que j'appelle un peu le phénomène de listing en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait parlé avec Antoine Tartrou, quand on avait parlé du MVP aussi, parfois ça peut être un mode d'argumentation pour certains de faire le listing. Et donc de dire, lui il a ça, lui, ou alors sur les stats, lui il est plus fort dans ça, ce domaine, les points par match, le rebond, les assists ou le style, etc., le pourcentage de lancers francs, et ainsi de suite. Donc il y a un peu ce phénomène de listing, et à la fin on dit, regardez, un tel, Kawhi Leonard, il est au-dessus au niveau de la liste, il domine 15 points sur 20, alors que de l'autre côté, Booker, il est que à 4 points sur 20. Il n'y a que 4 points sur 20 stats, ou il n'y a que 4 points sur 20 en termes de skills, où Booker est meilleur, donc ça veut dire que Booker
est moins fort que Kawhi Leonard. Bon, je dis non au hasard, hein, vous comprenez. Je fais exprès de dire des noms au hasard. J'ai pas dit Embiid Jokic, surtout. Mais voilà, c'est ce phénomène de listing, finalement, c'est un peu passé à côté, parce que là encore, en fait, on n'évalue pas quel est le résultat final. Parce qu'on peut très bien avoir des joueurs qui savent faire moins de choses, mais qui font déjà, les choses qu'ils font bien, ils les font pas juste bien, mais de manière géniale, par exemple. Contrairement à quelqu'un qui serait peut-être un peu plus polyvalent, mais beaucoup moins fort dans ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est un biais de ce phénomène de listing. Hein. On passe à côté, si on fait juste ce listing, on passe à côté de ça. Et puis il y a aussi la pondération de chaque chose qui n'est pas pareil. Ça aussi, hein, je crois qu'on avait parlé, hein, pour le coup, je m'en souviens, mais ce côté listing dans le titre MVP, on en arrive à des trucs un peu ridicules, parfois déjà qui fait la liste, qui décide des critères, et puis du coup, ah oui, mais lui, il domine sur 13 qualités sur 20, alors que l'autre, il en a que 7, du coup, sur 20, où il domine. Oui, mais d'accord, mais du coup, tu fais la différence sur, je sais pas moi, le pourcentage de lancers francs, tu fais la différence sur le nombre de steals par match, ou le nombre de triple-double. Enfin, d'accord, techniquement, c'est un critère sur la liste, mais quelle est la valeur de ça? Et là, je prends exprès un exemple un peu caricatural, mais si on reste un peu dans le jeu, pour le coup, c'est un peu pareil. C'est exactement pareil. Il y a des domaines du jeu qui sont totalement beaucoup plus importants que d'autres. Et notamment tout ce qui est efficacité, par exemple, ou alors création de jeux collectifs. Donc, notamment si on prend, je sais pas moi, qui est-ce qu'on pourrait prendre? Jokic, c'est un peu facile parce que Jokic, il peut un peu tout faire, mais un mec qui va faire un truc de bien, qui est créer le jeu pour tout le monde. On peut prendre, je sais pas moi, Sabonis, par exemple. Sabonis, c'est un peu le centre du système. Ok, il fait un truc bien, c'est la création collective. Donc, ok, c'est un. De l'autre côté, on peut aller chercher, je sais pas moi, un mec, un Zach LaVine ou un Jamal Murray ou ce genre de catégorie de joueurs. Eux, ils font aussi du playmaking, mais ils font aussi des pull-ups, ils font aussi des pick and roll, des pull-ups en sortie de pick and roll, ils peuvent aussi faire des drives. Donc techniquement, ils font plus de choses, mais au final, Sabonis, il fait un truc qui est la création collective, mais qui est à ce point importante, et qui est au centre de tout. Et tu enlèves Sabonis, t'as plus du tout la même identité collective des Kings, l'attaque s'effondre, et puis merci, au revoir, quoi. Il y a plus de valeur, quoi. Et puis encore pire, j'ai pris l'attaque, mais maintenant prenons un exemple encore mieux, qui est la défense. Et dans la défense, quel est le truc le plus important? C'est la protection de panier. Et donc, on peut très bien avoir un mec qui ne sait faire que une seule chose, protéger le panier. Bon, ok, c'est qu'un truc, mais sauf que comme c'est le truc le plus important de très très loin en basket, parce que les tirs les plus rentables du basket, c'est au panier, lay-up et lancer franc, de très très loin. Donc, voilà, c'est la protection de panier qui est le truc le plus important, parce que c'est ce qui permet d'empêcher les tirs adverses les plus rentables. Donc on a eu des cas, alors, Gobert en fait partie, même si Gobert est assez complet, mais par exemple Gobert, sur ses qualités à très haut niveau, c'est vrai qu'il a que ça. Il n'a pas le shoot, il n'a pas le drive, il n'a pas le passing, il n'a pas la création de post-up, il n'a même pas forcément une défense de post-up de très haut niveau, hein. Bon, plus ou moins, quoi, mais c'est pas forcément sa force. C'est vrai que le seul truc où il est génial, c'est la protection de panier. Mais en même temps, il est premièrement à ce point génial là-dessus, et deuxièmement, c'est l'élément du jeu le plus important. Un bon attaquant, c'est quoi? C'est un attaquant qui va arriver à générer des tirs les plus rentables. Voilà, créer du jeu, créer des décalages, et donc générer des tirs ouverts et le plus possible rentables. Donc par exemple, notamment des lay-ups, des lay-ups ou des drives ou des trucs comme ça, ou des catch and shoot ouverts à 3 points. Bon, Gobert, en fait, par symétrie, c'est pareil. Si lui, il arrive non pas à les générer pour son équipe, mais à les empêcher pour l'équipe adverse, tout ce qui est les tirs les plus rentables au panier, de par soit les contres, soit la dissuasion même, où il arrive à faire que les mecs ne viennent pas dans la raquette prendre des tirs, bon, c'est la même chose. C'est les mêmes tirs rentables. Et la valeur d'un point est la valeur d'un point. Donc c'est finalement exactement pareil. Donc c'est aussi là-dessus où je pense que ce piège du talent, ce phénomène du listing, ah ouais, mais moi je préfère Kyrie Irving par rapport à, je sais pas moi, par rapport à Westbrook de l'époque, qui faisait juste un drive, lui il sait pas faire de pull-up, il sait pas faire de crossover, etc. Le listing passe un peu à côté de la pondération, surtout. La pondération des valeurs, de à quel point tu es fort là-dedans, et surtout à quel point ce domaine-là du jeu peut être plus important ou pas que d'autres. Et d'ailleurs, j'y pense, mais Westbrook, c'est aussi un très bon exemple de ça. C'est un peu je dirais pas le Gobert de l'attaque, mais Westbrook avait un répertoire assez limité, si on faisait le listing. Mais au final, il avait pour moi plus d'impact que des tonnes de porteurs de balles bien plus complets, parce que il y avait qu'un truc qu'il faisait, ou 2 ou 3, donc c'est-à-dire ce drive de très haut niveau, en termes de création de décalage, etc., et donc de création collective, pour le coup.
Il n'y a qu'un truc qu'il faisait de très très haut niveau, mais c'était le plus important, c'est la création offensive. Il le faisait en qualité pas mal, mais surtout en quantité faramineuse. Donc, en fait, sur le résultat final, bah ouais, je pense que Prime Russell Westbrook, il savait faire moins de choses que certains porteurs de balles un peu plus dribbleurs, un peu plus palette complète, les crossovers, le pull-up, les jeux en sortie d'écran, etc. Mais au final, Westbrook avait plus de valeur. Parce que il faut évaluer le résultat. Il faut partir du prisme de à quel point l'équipe performe, sur ce différentiel, à quel point ceci on le doit à un tel ou à un tel, ok, et pas partir sur, alors faisons les plus et les moins de son profil, il a telle qualité, mais il a tel défaut, et ainsi de suite. Bon, après, c'est vrai que, pour amener un peu de nuance, mine de rien, c'est vrai que je l'ai dit au tout début, on n'est pas entre une superstar offensive et une superstar défensive, on n'est pas sur du 1 pour 1. Pas totalement. Un point est un point, d'accord, mais en termes de... Voilà, le meilleur défenseur de NBA n'a pas une valeur égale pour moi au meilleur attaquant de NBA, parce qu'en fait, il y a aussi une notion assez simple de proactivité. Parce que en attaque, on peut juste donner la balle au joueur en question, à l'attaquant, et il peut opérer. Alors qu'en défense, on n'est pas proactif. En défense, on est un peu dans la réaction. Donc au final, puisque le basket est aussi un jeu de possession, et un jeu où il faut évaluer des grandes quantités de possession, ça se joue là-dessus, hein. Quand on parle d'efficacité, c'est ça, c'est par rapport à quel point tu marques par rapport à un grand nombre de possessions, la défense c'est pareil, etc. etc. Donc le basket étant un sport de nombre de possessions, il y a aussi cette notion clé de combien d'actions tu es capable d'affecter. Et moi je pense que, grosso modo, c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu moins en défense qu'en attaque, donc c'est aussi peut-être là-dessus où une superstar offensive va mine de rien avoir un peu plus de valeur que la superstar défensive de niveau équivalent, on va dire. Mais c'est aussi pour ça que le rôle de pivot est aussi à ce point important. C'est à partir de cette même hypothèse de quel nombre d'actions tu es capable d'affecter. Parce que, pour le coup, c'est encore pire pour un extérieur que pour un intérieur. Cet aspect de pas proactif. Notamment, souvenez-vous, on en parle régulièrement, mais il y a une époque où Kawhi Leonard était tellement terrifiant en termes de défense on-ball que qu'est-ce que faisaient les attaques ? Le mec qui était défendu par Kawhi, va-t'en, tu te mets dans le corner et puis on attaque 4 contre 4, quoi. Grosso modo, hein, je caricature, mais on en venait un peu à ça parfois. Et là-dessus, Kawhi Leonard, il a beau être le meilleur défenseur du monde sur les lignes extérieures, il peut rien faire parce que si son mec a pas la balle, il peut pas trop optimiser son talent. Alors que pour le coup, c'est vrai que là où l'importance du pivot est décuplée, c'est le nombre d'actions qu'il est capable d'affecter. Parce que qu'il soit on-ball ou off-ball, le pivot peut affecter au panier, que ce soit aller défendre des tirs ou alors les empêcher. Donc, sur 100 possessions, grosso modo, il peut en affecter 80, là où peut-être que pour un extérieur ou un meneur ou n'importe, ça va peut-être être un nombre de possessions plus bas. Plus l'aspect aussi dont on a parlé de, en plus, le pivot, non seulement il peut affecter plus de possessions, mais en plus, c'est autour du panier, généralement. Donc, il y a un peu cet aspect-là aussi, les tirs les plus rentables. Et puis, même de manière plus générale, en fait, l'importance, alors négative ou positive, mais l'importance du pivot, elle est immense parce que, et là, je vais pas vous refaire le podcast qu'on a fait sur l'évolution du pivot avec Antoine Tartrou il y a 1 an à peine. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter parce qu'on développe pas mal de trucs, je vais pas le refaire aujourd'hui, mais l'importance du pivot est aussi décuplée parce que on se rend compte que ce que le pivot est capable de faire ou pas, ça dicte quand même pas mal de choses en attaque. Et là, on voit que dans le cas de Gobert, par exemple, c'est négatif, en termes de shoot, notamment. Donc, c'est pas très bien. Et de l'autre côté, c'est un peu l'inverse pour tout ce qui est Draymond Green, pour tout ce qui est Bam Adebayo, parce que eux, c'était des mecs qui sont quand même capables de passer, notamment passer un peu en mouvement, ou alors passer en étant un peu organisateur de l'attaque en termes de création. Bam Adebayo, c'est aussi pour ça qu'il est assez important. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut les mettre loin du panier, et donc créer aussi un spacing. Voilà, on est aussi à une époque où, finalement, le spacing est une qualité incroyable, et déterminante dans la qualité de ton attaque. Et ça dépend surtout du pivot. Parce que aujourd'hui, la majorité des extérieurs savent plus ou moins shooter. Donc finalement, ton spacing, le point de bascule de ton spacing, c'est un peu tes intérieurs. Donc c'est aussi pour ça que le rôle du pivot est important. Ça peut basculer négatif très fort ou positif très fort. Voilà. Oui, pardon, j'ai même pas fini excusez-moi ma phrase, mais Draymond Green ou Adebayo, ça passe par le passing notamment, mais tout ce qui est aussi Anthony Davis, ça peut aussi passer par un peu du 5-out notamment, même s'il le fait pas non plus à foison jusqu'à 3 points, mais un peu de pick and pop, ou des mecs comme ça, des pivots à 3 points, vous en connaissez, c'est aussi pour ça qu'il y a une telle importance. Et puis, donc, le pivot dicte ce que tu es capable de faire en attaque de par ça, mais aussi en défense. Ton pivot va te dicter ton identité défensive. Est-ce que ton pivot est capable de faire du drop ? Est-ce qu'il est capable de faire du edge ?
mais donc forcément, ça va avoir des implications énormes sur la défense. Pareil pour le switch. D'ailleurs, j'ai même pas dit, mais est-ce qu'il est capable de switcher ou pas? Et selon ce que est capable de faire ton pivot, tu vas avoir des répercussions assez énormes derrière. Qu'est-ce que les autres doivent faire? Un schéma à la Jokic qui va faire des edges sur pick and roll, qui est obligé de monter haut sur écran parce qu'il peut pas faire trop de drops, donc il fait des edges. Bah, il faut avoir le personnel derrière pour protéger. Donc il faut des rotations au deuxième rideau, etc. etc. De l'autre côté, si t'es par exemple Gobert qui peut faire un drop et qui peut assurer à lui tout seul la protection de panier, bah, tu peux être une bonne défense, même une excellente défense avec Gobert et avec finalement autour des défenseurs off-ball, en tout cas jusqu'au playoff, mais en tout cas en saison régulière, tu peux avoir des défenseurs off-ball qui sont pas très bons parce que Gobert s'occupe de tout. Donc pareil aussi à Miami, le fait d'avoir ou à Golden State, le fait d'avoir un pivot, un intérieur qui est capable de switcher partout, ça te permet d'avoir des schémas très dynamiques. C'est ce qu'on a vu à Miami depuis pas mal de temps, de pratiquer des schémas avec la gap defense qui bouche l'espace en tête de raquette ou alors avec des switches hyper dynamiques. Pareil à Golden State, on a pu insérer Kuminga aussi dans le starting five parce que Draymond Green était capable de switcher, évidemment. Donc ça permet de mettre Kuminga et de faire un full switch, ce qui permet, t'es pas obligé de jouer avec Kevin Looney qui pourra assurer l'intérieur et les tâches de gros. Bref, donc il y a aussi énormément de répercussions et d'enjeux tactiques qui tournent autour du pivot. Là encore, je vous renvoie vers le podcast, je vais pas le redévelopper aujourd'hui. Mais voilà, c'est un tout. C'est vraiment un tout par rapport à cette valeur notamment de certains pivots défensifs. Et on finissait le podcast aussi en se demandant, vu l'importance que tout ça a, est-ce qu'Anthony Davis, ce serait pas le meilleur joueur du monde? Est-ce que Bam Adebayo, il est pas top 5, top 10? Et est-ce qu'en fait, collectivement, est-ce qu'on sous-estime pas un peu cet aspect de défense? Alors que vous voyez, comme je l'ai présenté, pour le coup, imaginez que les équipes de Gobert, elles sont viables de par la défense, voire même elles sont excellentes de par la défense, et la défense, c'est quand même beaucoup lui. Finalement, on peut imaginer un score qui serait autour des plus 5, plus 6 de net rating, ne serait-ce que pour Gobert. Bon, je l'ai pas dit encore, mais ce genre de chiffre, c'est l'élite de chez l'élite en termes d'attaquants. Mais vraiment. C'est-à-dire que un attaquant qui serait capable de faire la même chose en attaque, de porter l'attaque et d'être responsable en termes de net rating, du coup, de, on va dire, 5, 6, 7 points par 100 possessions, c'est énormissime, c'est l'élite de l'élite. Après, vous avez compris que je ne parle pas de vrai on-off, là. Pas concrètement, pas complètement, c'est un peu une manière de modéliser cet aspect d'impact par le on-off, avec et sans toi, par le différentiel attaque-défense. On passe souvent par le net rating, par le on-off, mais je parle pas de vrai on-off comme on peut les lire sur les stats, c'est un peu imagé pour le coup, mais ce qui est rigolo, rigolo et intéressant surtout, c'est qu'on arrive un peu à retrouver la même chose sur d'autres stats. Et donc notamment tout ce qui est un peu stats all-in-one, comme on dit, donc des stats qui donnent une valeur, un chiffre pour la valeur d'un joueur. Bon, vous savez que je suis pas très fan des all-in-one, moi, pour le coup, parce que en général c'est assez faux, ou alors on calcule, mais c'est des mauvaises choses qui sont calculées, du genre tout ce qui est BPM ou encore pire le PER. En gros, c'est juste on compile certaines données du box score, des points, des rebonds, des assists, et puis ou alors le BPM aussi, ce que j'aime pas, le box plus minus, et tout ce qui est c'est un mec qui a décidé que les assists pour les pivots ça valait 5 fois plus que pour les meneurs parce que les pivots ne sont pas censés faire des assists, c'est un peu des trucs d'avant. Enfin bref, c'est toujours un peu l'équation de quelqu'un. Finalement, un all-in-one, c'est pas une mesure concrète de ce qui se passe sur le terrain, c'est un peu une équation, une tambouille personnelle. Donc je suis pas fan, mais il y en a certaines qui sont pas mal. En tout cas, qui sont moins pires. On peut le formuler comme ça. Et bon, malheureusement, le Raptor de 538 n'existe plus parce que le site a fermé ou alors a décidé d'arrêter le basket, notamment avec Nate Silver. Mais par contre, on a toujours le LeBron de Basketball Index, qui est peut-être la moins pire pour moi, à mon sens. Donc LeBron, c'est un acronyme. Luck Estimated, patati patata. Et justement, c'est un peu celle que j'aime le plus parce que c'est une tambouille aussi, forcément, c'est une all-in-one, donc c'est l'équation de quelqu'un, mais qui fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle en mathématiques des régressions linéaires, en fait. Bon, on va pas expliquer ce que c'est, mais grosso modo, on prend un peu des éléments de shooting, notamment, le luck estimated, donc on ajuste par rapport à la chance du shoot, qui est un bon élément aléatoire, par rapport à quand on est sur le terrain, quand on n'y est pas, par rapport à la moyenne, ou voilà, plein de facteurs comme ça, un peu, on prend la production individuelle du joueur, mais aussi on rajoute l'efficacité, et aussi on rajoute les on-off, et aussi on rajoute le ajusté pour la chance au tir de soi, de son équipe, de l'adversaire, etc., etc. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus, je trouve, de données pertinentes, même si, là encore, comme toutes les stats, et notamment les all-in-one, il faut pas les prendre ni au premier degré, ni au pied de la lettre, ni à la virgule près.
mais c'est plutôt pour essayer de dessiner des zones. Voilà. C'est-à-dire que si vous hésitez, vous voyez dans un modèle Booker 7e et Kawhi Leonard 8e, ça veut pas dire que Booker est plus grand que Leonard. Par contre, c'est un peu pour essayer de situer dans quelle zone du classement on pourrait se situer. Est-ce qu'on est plutôt autour du top 20? Est-ce qu'on est plutôt top 50? Est-ce qu'on est plutôt top 80? Etc. Voilà, c'est plutôt dans cet ordre d'idées-là, qu'il faut réfléchir et pas à une place près ou même pas à 5 places près. Je pense pas que ce soit complètement ça, mais donc bref, ce que je disais, c'est que ces modèles-là essaient un peu de faire la même chose, de pondérer, de donner la valeur via donc un peu de on-off, un peu d'efficacité, un peu de chance au tir, bref, plein de trucs. Et au final, on voit qu'on tombe exactement sur la même chose que ce que j'ai un peu développé de manière un peu abstraite et avec des faux on-off. On tombe un peu sur la même chose, c'est-à-dire certains profils dont la défense est extrêmement valorisée. Notamment, vous voyez que dans le 2024, LeBron 2024, on a Anthony Davis qui est 5e de cette année, donc qui a le 5e plus gros score de valeur de cette année. Bon, ça ne veut pas dire qu'il l'est, hein. Encore une fois, c'est des modèles, et ça ne dit qu'une vérité, c'est la vérité du modèle. Ça ne dit pas la vérité de la réalité basket. Mais bref, donc on voit quand même que la défense est quand même pas mal valorisée, et il est devant un LeBron James, par exemple, qui est le créateur offensif de l'équipe, et pourtant on voit que la défense est quand même pas mal valorisée, et puis pareil, encore pire même, plutôt, on a un Rudy Gobert qui est 15e de leur modèle. Non pas en valeur défensive, en valeur globale, attaque plus défense. Parce que la défense est à ce point valuable, à ce point précieuse, en français, qu'elle apporte tellement de valeur que oui, en fait, à elle seule, presque, quasiment, ça suffit presque à en faire un top 15 NBA. Wembanyama, dans leur modèle aussi, est 20e. Alors que Wembanyama, bon, l'attaque, ça allait un peu mieux sur la fin de saison, ok, mais bon, c'est pas non plus une emprise sur le jeu des Spurs qui a été très grande. D'ailleurs, c'est surtout arrivé en fin de saison. Bref, il y a plein d'éléments comme ça. L'attaque, c'est pas encore génial, et pourtant, il est quand même top 20 dans leur modèle de par cet impact défensif. Enfin bref, il y a certaines années, pareil, où Bam Adebayo, Draymond Green sont top 10, top 20 assez facilement. Et surtout, autre aspect, c'est que ce truc de modélisation que j'ai un peu formulé, là, le Luka Doncic ou Trae Young, ils valent 5 points par 100 possessions, Rudy Gobert un peu 5 points par 100 possessions, donc c'est pareil. Eux, c'est marrant parce qu'ils ont ça aussi. Ils font notamment un score de all-in-one, donc c'est pas par 100 possessions, c'est un peu de all-in-one, un score de offensif et un score de défensif. Et donc, ce qui est très rigolo, c'est qu'on voit que, notamment, le score de Rudy Gobert, par exemple, le score de Rudy Gobert en défense, il a ce que eux ils appellent un defensive LeBron de 2,9, quasiment 3. Ok. Bon, si vous prenez les scores offensifs, certes, les scores offensifs vont quand même aller gratter beaucoup plus haut, un peu plus haut, mais vous voyez, par exemple, Trae Young, j'ai pas fait exprès, hein, je viens de me rendre compte maintenant, Trae Young est à 3,3 de offensive LeBron. LeBron aussi, autour des 3. Tatum aussi, Lillard aussi. Donc vous voyez que c'est rigolo, on retrouve un peu ce même aspect. Et finalement, sauver un point d'attaque ou en défense, enfin gagner un point d'attaque ou le sauver en défense, c'est un peu pareil. Et donc, eux, dans leur site, il y a un peu cette même modélisation que moi j'ai essayé d'exprimer de manière plus théorique et plus générale, on va dire. Mais eux, leur modèle reflète un peu ça aussi. Donc cet aspect de, oui, finalement, tu peux faire un peu le même score, avoir la même valeur, finalement, en étant un peu unidimensionnel en attaque, comme Trae Young, comme Lillard aussi cette année, qui est autour des 3, sur le score offensif, que tu peux le faire en défense, en fait. Et je pense que, pour le coup, par exemple, des tonnes de gens mettraient Lillard loin devant Rudy Gobert dans un classement de valeur sportive, alors que, finalement, d'après leur modèle, non. Il y en a un qui apporte 3 et l'autre, il apporte 3. Les deux, ils le font de manière différente, pas le même côté. Mais voilà, c'est un peu équivalent. Donc, je voulais juste le citer rapidement, hein, comme ça, si ça vous intéresse. Si vous devez regarder qu'une seule all-in-one, ce serait plutôt celle-là. À mon sens, c'est quand même la moins pire. Et c'est un des seuls trucs que Basketball Index fait très très bien, je trouve, à mon sens. Donc voilà. Et puis, c'est marrant parce qu'on retrouve un peu ce côté que j'ai essayé de modéliser moi avec mes mots à moi et mes concepts un peu plus abstraits de, finalement, un mec qui pèse 5 points par 100 possessions, il peut le faire en attaque ou en défense. On retrouve un peu cette même idée. Donc, voilà. Je sais pas à quel point est-ce qu'on sous-estime ça, mais bon, voilà, petit podcast rapide juste pour expliquer tout ceci et pour présenter un peu une manière de faire. Je dis pas que vous êtes obligé d'y adhérer, mais c'est un peu aussi, je pense, intéressant de formuler comme ça et de penser comme ça, de réfléchir comme ça sur la valeur individuelle d'un joueur, non pas de partir du joueur, de son skill set, de sa palette
et de faire un listing et de lister par rapport à ça et d'extrapoler par rapport à ça, mais de prendre un autre point de départ qui est non pas qui il est, mais ce qu'il fait et donc le résultat final, l'impact final qu'il a sur l'équipe, en sachant que, a priori, pour des cas de stars, on peut avoir des joueurs qui vont être responsables en grande partie soit de leur attaque, soit de leur défense. Et à partir de là, on voit que finalement, quand on le formule de cette manière, vu que le but du basket, c'est de créer un différentiel attaque-défense, 5 points de gagnés en attaque, c'est équivaut à 5 points gagnés en défense. Collectivement, on le sait, on répète tout le temps, la défense fait gagner les titres, ça c'est acquis, ok, il n'y a pas besoin de batailler là-dessus, mais c'est vrai qu'on a peut-être un peu de progrès à faire, ou en tout cas un peu de chemin à faire encore à parcourir, par rapport au prisme individuel où on n'est peut-être pas au niveau d'une superstar défensive et pareil qu'une superstar offensive, ça je suis d'accord. Mais tout de même, on est quand même plus proche que ce que la majorité des gens pensent, à mon avis. Et donc voici un peu ma thèse du jour sur à quel point est-ce que la défense, le seul apport défensif, peut aussi avoir un énorme impact un peu à lui seul, de la même manière qu'on a aussi, au passage, pas mal de stars offensives, de superstars offensives qui parfois peuvent avoir un énorme impact au global parce que l'attaque, alors que de l'autre côté, ce sont au maximum des valeurs neutres ou même des négatifs en défense. Finalement, l'opposé est possible et finissons là-dessus. Un point gagné en attaque, c'est un point gagné en défense. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voilà donc pour ce podcast. Bon, vous avez vu rien de révolutionnaire, juste une manière de modéliser. Mais en même temps, ça me paraissait important aussi parce que c'est des thèmes qu'on va aborder dans le top 100, qu'on aborde tous les ans de toute façon dès qu'on fait des classements ou ce genre d'exercice. Mais c'est vrai que c'est peut-être une manière de percevoir ou de reconcevoir notre façon d'évaluer et de mesurer. Donc voilà, petit podcast pour ceci, puisque donc dès demain commence notre top 100 des joueurs NBA de 2024. Je vous donne rendez-vous demain pour le premier numéro de ce top 100 qui, oui, rappelons-le, est un top 100 participatif. Et oui, puisque le but c'est de recevoir plein de monde de tous les médias NBA français. Et comme ça, on va faire le top 100 tous ensemble. On n'aura pas de classement au début, on aura un classement à la fin, on l'aura construit tous ensemble. Vous allez voir demain tous les détails, ou alors pour ceux qui connaissent, c'est le même format que d'habitude. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour vos participations à chaque fois et vos retours. C'est vrai que notamment l'épisode sur Podziemski avec Alan était très très bien, en tout cas à faire pour moi, donc tant mieux pour vous à écouter. Merci pour tous vos retours à chaque fois, ça fait vraiment très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.